Oh, c'est quoi la différence entre une bonne poule et une mauvaise poule? Bon, bah, on a un visiteur sur la table pendant... C'est mon verre. Ouais. Le poc-poc. Dans la toute première partie de la vidéo, il y avait des sons de poules. Bah, la responsable, enfin les responsables, il y en a quelques-unes qui traînent dans le coin. Excellent d'ailleurs pour les moments difficiles. Bref, et pour une autonomie alimentaire. Dans cette, on vient de parler maintenant en fait du complotisme. On vient de parler des choses positives et des choses négatives, mais surtout du fait que bah, c'est juste un mot qui ne veut plus rien dire. Parler de complotisme, concrètement, on pourrait les appeler les questionnistes. D'accord? C'est des gens qui ne font plus confiance aux institutions. Ou les citoyens vigilants. Voilà, les citoyens vigilants aussi. Ça peut vouloir dire plein de choses et ce n'est pas sain de mettre tout le monde derrière une étiquette. Donc, voilà, nous on a eu notre manière de voir le sujet. Et maintenant, on va parler un petit peu des décodeurs et de ce à quoi on était confronté pendant toute cette période-là. Parce que bah, c'était pas forcément toujours facile. Hello Marc. Alors Léo, ça fait une semaine qu'on s'est rencontrés chez toi. Nous partons à sa rencontre dans les montagnes suisses, où il vit depuis plusieurs mois. L'homme qui parle, c'est Léonard Solji. Est-ce que c'est pas extrêmement dangereux pour la démocratie dans son ensemble? Je dirais ça comme ça. Si personne ne remet pas en question toutes ces choses-là, est-ce que vous trouvez que ça, ce n'est pas dangereux? Je vais commencer, je vais vous poser la question. Est-ce que pendant la période des décodeurs, vous avez reçu des attaques à cause de ce que vous faisiez dans les emails ou à l'extérieur, dans le privé et tout ça, tout ça? Alors, il y a eu des attaques par email en ce qui me concerne. Bon, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Si on a un copain qui vient d'arriver. Il y a eu des conséquences dans le privé qui n'étaient pas des attaques, mais des gens proches qui se sont éloignés de moi et qui ont complètement fermé la porte parce que ce qu'on a dit de nous dans les médias, notamment, qui est aussi une autre forme d'attaque qu'on peut mentionner. Voilà, on a eu Le Monde, on a eu 20 minutes, on en a eu quelques-uns comme ça là qui ont parlé de nous et évidemment ne parlent pas du tout de nos propos et n'essaient pas d'avoir une vision, on va dire, mesurée et objective de ce qu'on raconte, mais cherchent à nous faire passer pour des débiles. Il y a une véritable volonté malveillante par rapport à ça. Et donc des gens qui sont proches, qui te posent pas la question à toi, mais qui se basent uniquement sur le contenu de médias, donc par ailleurs ils ont conscience que ces médias mentent sur toute la ligne. Ouais, ça m'a blessé en fait. Je me rends compte que le regard des gens qui me connaissaient avant est beaucoup plus difficile pour moi à assumer que le regard des gens qui m'ont découvert derrière la caméra. Donc voilà, il y a eu ça. Tu couples ça, on va dire, à une évolution personnelle, spirituelle, informationnelle, un petit peu dans tous les niveaux, qui fait qu'on est un peu dans une machine à laver là depuis 2 ans. Par-dessus ça, tu mets le stress du déconfinement, des passes sanitaires et des choses comme ça. Ouais, ça fait une espèce de mix qui parfois était difficile à gérer. Et puis une forme de schizophrénie aussi, parce que moi, pendant au moins toute la première année chez les décodeurs, j'avais un travail à plein temps et les décodeurs sur le côté. Et plus ça allait, plus je me rendais compte que mon travail à plein temps, aussi sympa était-il, parce que j'aimais beaucoup mon travail, avait pas du tout le même sens, la même signification. Donc il fallait gérer les deux à la fois. Et là, pour le coup, c'était ma famille qui en pâtissait. Parce que j'ai essayé d'en mettre un maximum dans les décodeurs, parce que c'était là où il y avait l'importance. J'avais l'impression de faire quelque chose qui avait du sens. Plus un job qu'il faut faire, qu'il faut assumer, parce que mine de rien, tu touches un salaire quand même derrière. Derrière, je passais 70 heures par semaine derrière l'ordinateur. Et quand je sortais de ma cave, là, c'était ma femme et mon fils qui payaient les pots cassés. Donc voilà, ces difficultés-là qu'il a fallu gérer, voilà, ça va mieux aujourd'hui. Ça a été mieux aussi quand j'ai décidé de quitter mon job et de faire les décodeurs à plein temps. Même si derrière, après, il y a eu, on va dire, une forme de... Il y a eu des mois qui étaient compliqués un peu financièrement. Mais bon, ça c'était aussi moi qui avais quelque chose à gérer par rapport à la question de l'abondance, à la question de l'argent, par rapport à la question de la foi, de la confiance et tout ça. Et voilà, aujourd'hui ça va pas mal mieux sur tous ces sujets-là et sur tous ces trucs-là. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Bon, en parlant des attaques, je crois que je suis celui qui est le mieux loti.
Mais quoi qu'il en soit, de l'instant où on donne une opinion publiquement, je crois qu'on va forcément avoir des contradicteurs et parfois très virulents. Moi, je me souviens très bien, c'était concernant la position par rapport à la Géorgie. Et Saakashvili, l'ancien président géorgien, je me rappelle, j'ai reçu quand même des emails très... Tu t'es exprimé publiquement là-dessus? Oui. Bah, dans le cadre des décodeurs, Okay, on en a parlé, justement pour expliquer que la Russie, en fait, elle subissait les tentatives de l'OTAN, l'expansion de l'OTAN, depuis un moment, et qu'à une époque, c'était l'homme de paille géorgien, c'était Saakashvili qui a enclenché cette courte guerre qu'il y a eu entre la Russie et la Géorgie. Donc, mais j'ai vite accepté l'idée que, de toute manière, quoi que je dise, il y aura toujours quelqu'un pour me dire que je dis de la merde. Voilà. Qui va te le dire d'une manière agressive, voire menaçante. C'est ça. Et de toute manière, en ce qui te concerne, tu dis que tu es le mieux loti, mais c'est une attaque très grave qui est à l'origine de ta venue au décodeur, le passage sur TF1. Donc Oui. toi, tu es arrivé avec une attaque. Donc le mieux loti, je ne sais pas si c'est... Après, c'est pas la contradiction, moi, qui me dérange, en fait. C'est la mauvaise foi. Ok, on te donne 250 arguments, puis à un moment donné, tu vas oublier une virgule, tu vas faire une erreur, une approximation. Et les soi-disant contradicteurs qui n'en sont pas, mais qui sont juste des... Non, mais même, Rudy, même quand tu fais pas la virgule, l'autre, il vient en face, t'es complotiste, t'es un con, je t'écoute pas. C'est ça. Bref, Et même continue. parmi les complotistes, hein, juste sur les points de détail, parce que moi, je viens de tel endroit, je sais mieux que toi, etc. Bah alors, moi, je réponds, tu crois que celui qui est enfermé dans sa cave et qu'il y a les bombes qui fusent au-dessus de sa tête, c'est celui qui est le mieux placé pour savoir qui c'est qui fait quoi à l'extérieur? Non. Celui-là, il est juste terrifié. Il de est ce qui juste se passe terrifié. Et il est dans un endroit qui est forcément sous l'effet des propagandes de X ou Y forme de pouvoir, quoi. Sinon, sur le plan personnel, bah, j'ai pas à subir quand même par rapport à toute cette histoire de virus, pas à subir en fait des conflits avec ma famille, tout ce genre de choses. Je leur ai donné très très calmement mon opinion, comme quoi c'était, comme quoi il y avait des choses qui n'allaient pas, comme quoi le truc le vaccin il est trop vite fait, etc. Et après je dis vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous ai donné mon opinion, mais votre vie vous appartient quand même. Voilà, avant tout. Après, en tant que travail avec les décodeurs, le plus dur, c'est de faire les choix. Franchement, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de... On fait face à une conspiration d'une telle ampleur, planifiée depuis tellement de temps, réajustée des milliers de fois, avec des principes de manipulation de cerveau humain, aussi bien individuel que sur le plan des masses, des populations entières, que pour le décortiquer, en fait, il faut prendre des sujets et sur ces 1000 sujets, on peut passer 2 heures de live pour chacun d'entre eux. Pour chacun des sujets, tu dois lire une C'est quinzaine de livres, quoi, en gros. C'est ça. Et moi, j'étais surtout confronté à ces choix. Tellement de choses à dire, si on les dit séparément, ils n'ont pas énormément de sens. Et on n'a jamais assez de temps, en fait, pour aborder le sujet dans son ensemble. Donc, on fait des choix et on abandonne quelque chose. Et c'est ma difficulté personnelle, c'est celle de faire un choix au détriment de quelque chose. C'est comme c'est comme tu veux choisir entre ta main droite ou ta main gauche. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais moi, c'est justement une de ces évolutions qui m'a plu chez les décodeurs quand j'y suis venu, c'est les pilules rouges, en fait. Parce qu'on a arrêté un petit peu l'immédiateté de ce qui s'est passé depuis le dernier live pour passer à des sujets de fond et bon, moi j'en ai fait un certain nombre de pilules rouges, et quand tu les prépares, t'as pas la même vision que les pilules rouges que t'as pu faire toi, Léo, que t'as pu faire Nico, parce que justement, moi je me suis assis autour de la table avec vous, et puis j'ai découvert un tout nouveau sujet, et j'ai trouvé ça passionnant, et ça m'a fait grandir, et tout ça. Et je pense que cet aspect-là, qui permet de prendre du recul, et justement d'avoir une vision transverse de la situation, de vous garder la vision à 40 000 pieds, et d'arrêter le micropixel, qui est un petit peu ma spécialité, le micropixel, c'était quelque chose qui a donné beaucoup de sens, en fait, à ce qu'on a fait. Et moi, ça m'a plu, cette évolution. Il y a ces côtés, qu'est-ce qui est important à dire maintenant? Parce que, mine de rien, on n'a pas tout le temps du monde. On n'a pas tout le temps du monde dans les lives, on n'a pas tout le temps du monde concernant l'évolution. Et surtout concernant l'évolution des choses. Ouais. C'est-à-dire que tout a un début, une fin. La crise Covid, elle avait un début, elle a duré ce qu'elle a duré, même si aujourd'hui il y a des restes. Mais à un moment donné, elle a pris fin. Et tout prend fin. Et là-dedans, il faut essayer de choisir qu'est-ce qui est important maintenant. Oui. Sur quoi il est important de prévenir ceux qui nous regardent.
quelque chose qui concerne les gens directement, en effet. Ouais. Voilà, et qui a son impact à cet instant T. Ouais, j'aimerais bien parler de l'histoire, donc la décortiquer, montrer les machins, comme ça on comprend depuis le début c'est quoi les forces en place qui nous ont amenés dans telle situation, etc. Mais c'est inextricable, c'est inextricable. Ça, il faut écrire des livres, je pense, plutôt que de faire une émission vidéo. Moi, en ce qui concerne les attaques, parce que c'est aussi mon tour de parler de cette expérience-là qui était vraiment pas simple. Il faut bien prendre conscience que il y avait plein de gens qui me connaissaient dans mon entourage et ils savaient, je suis ni raciste ni quoi que ce soit de toutes ces choses-là. J'essaie d'être plutôt au service des autres. À cause de la couverture médiatique qu'il y a eu sur moi, avec de nombreux accueils de journalistes ici, donc j'ai reçu la presse suisse, j'ai reçu la presse française, et je ne parle pas des petites presses, c'était RTS pour la Suisse, qui d'ailleurs, ça s'est très bien passé finalement. La partie me concernant montre mon vrai visage, tu sais, plutôt passion, optimiste, humaniste, tu vois. Alors que, purée, la presse française, j'ai reçu ici TF1, j'ai reçu ici Martin Veil, et je savais qu'il y a de la manipulation, mais là je voyais cette manipulation se faire en temps réel, parce que je savais pertinemment ce que j'avais dit, et j'ai vu ce qu'ils en ont fait par la suite. Je voyais comment le journaliste, c'est pour ça aussi que j'ai accepté toutes ces interviews, tu vois, tout le monde me disait, ne les fais pas, ils vont t'attaquer. Oui, mais non, en fait, l'idée c'est qu'on puisse discuter, et au moins, de mon côté, j'ai besoin de faire ma part, d'essayer de maintenir le dialogue. Et en fait, je voyais que j'avais en face de moi des personnes qui me jetaient des mines tout le temps. Dans les conversations, il y avait tout le temps des questions qui sous-entendaient des choses, qui avaient l'attaque dans la question. Donc, peu importe ce que moi je répondais, l'attaque, elle était déjà dans la question. Et du coup, ils me mettaient dans une position où il fallait que je me justifie. Et comme j'ai bien compris le jeu, tu vois, parce que j'ai beaucoup appris encore une fois avec Thinkerview, parce que Bertrand, il pousse les gens à, tu sais, il les attaque et il les pousse dans les retranchements. Je voyais avec des personnes qui répondaient intelligemment et j'ai appris à travers eux. Et donc, du coup, je ne leur donnais pas les réponses qu'ils attendaient et il leur fallait des interviews avec Martin Veil. On est resté 8 heures. 8 heures. Et finalement, de mon passage à moi, il a pris 3 phrases. Tu vois. Et ces 3 phrases, il les a sorties du contexte. Tu vois. Et là, j'ai pu voir comment tout ce système se met en place pour détruire l'image de quelqu'un. Et à la fin, ça a eu comme conséquence, comme il y a eu le reportage de TF1, il y a eu des gens de ma famille, on va dire plutôt de ma belle famille, ou voilà, le mari de X ou Y, voilà, sans entrer dans le détail, qui disent, mais on a vu Léo à la télé, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est complotiste, c'est machin, c'est dangereux, et nous, on ne veut plus rien avoir avec ça, etc. Et je dis, mais ces gens-là, ils me connaissent. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et bien, finalement, il se trouve que les personnes, pour valider leur vision de la réalité, pour se rassurer eux-mêmes dans l'idée qu'il y a un État qui prend soin de moi, ben, en fait, ils n'en ont plus rien à foutre de ce qu'ils voient de leurs propres yeux et ce qu'ils entendent avec leurs oreilles. C'est quand la rhétorique leur donne des éléments, ils vont les prendre pour nourrir cette image qu'ils ont du monde. Et du coup, il nourrit cette illusion et j'ai fini à avoir des gens de mon entourage qui me connaissent personnellement, qui me disaient que j'ai des idées, je véhicule des idées néo-nazis. Je dis, mais est-ce que tu es fou? Ça va pas la tête de me dire ça? Tu me connais depuis, je sais pas, 10 ans. Et c'est maintenant tu vas venir me dire ça. Donc c'était pas simple. Rudi Reichstadt, il a écrit ça sur son livre comme une sorte de préface, ok? Mais le message est clair. Le là est donné. Ici, il y a écrit, on ne peut pas, au cœur du complot, on ne peut pas vous faire taire. On ne peut pas vous tuer. Alors on essaye de vous anéantir symboliquement. Cela passe par la destruction sur les réseaux sociaux de votre personne, de votre nom, de votre visage, et par la mise en danger de votre famille. 100% de ces choses-là se sont produites pour moi. Mais toujours, il y avait, dans les moments difficiles, il y avait papa qui venait, qui me disait, rappelle-toi, va lire la Bible, il y a quelques passages qui parlent des gens qui œuvrent, tu vois. Et tu vas voir, ces gens-là, ça se passe mal pour eux, tu vois. Le plus grand de tous étant Jésus, tu vois. Celui-là, bah voilà, il a fini sur la croix. Donc quand tu parles, quand tu dis la vérité dans un monde de mensonges, tu seras attaqué. Et prends ça plutôt comme un compliment. Prends ça comme tu es sur la bonne voie. Juste reste humble.
et ne tombe pas dans le jeu. Et du coup, j'ai essayé de rester comme ça. Au début, j'avais du mal. Le truc de TF1, ça m'a rendu vraiment... Ça m'a mis en colère. Le truc de Martin Veil, ça m'a mis en colère. Mais après, avec le temps, il y a carrément un bouquin qui a été écrit dans lequel ça parle de moi, genre dans la tête d'un complotiste, où j'ai échangé pendant quelques mois avec William Oduro. Pareil, c'est entre ce qu'on a échangé entre nous et ce qu'il a écrit dans le livre, bah là j'ai remarqué en fait c'est sa vision à lui avec son prisme à lui de ce que moi je disais, mais du coup tout était déformé en fait. Parce qu'il partait du principe que je me trompe, que ce que je dis est mauvais. Tu vois, il y avait cette chose-là fondamentale qui n'avait pas changé, donc il n'écoutait pas moi, il écoutait ce qu'il pense que je dis. Tu vois, et ça c'était une très grande leçon. Voilà, c'était une très grande leçon qui a été apprise dans la douleur, dans la souffrance. Ça m'a coûté des amis, ça m'a coûté des personnes dans mon entourage proche, ça m'a coûté le fait qu'à un moment avec ma compagne, on a voulu déménager. Elle voulait une autre maison, on a trouvé une autre maison. Et du coup, j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire parce que il savait que j'allais passer un peu de temps dedans puisqu'on est ensemble. Et tout était parfait. Le jour où je charge ma voiture avec les outils pour aller faire les travaux, préparer la maison pour le déménagement, il m'appelle et il me dit en fait c'est pas bon. Je me suis renseigné sur vous sur internet. J'ai peur de vous emmener à la maison parce que vous êtes un terroriste, je sais pas quoi. Je dis pardon. Mais premièrement c'est pas moi, c'est ma compagne. Il dit ouais mais vous allez venir aussi, c'est pareil. Je dis mais c'est pas, vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Pourquoi? Parce que il a lu l'article de Conspiracy Watch sur moi et il a lu aussi tous les articles médiatiques qui utilisent comme source Conspiracy Watch, et il a vu aussi par exemple le truc de Martin Veil. Bien sûr, mais je me mets à sa place. Le gars il me connaît pas et il apprend sur moi uniquement à travers ce qu'il voit sur internet. Mais bien sûr il va penser que je suis méchant. C'est comme ça qu'il procède. Il cherche à détruire en fait tout ce qui est à côté de ton activité, il cherche à le détruire. C'est comme ça qu'il s'attaque et démoralise la police de la pensée. C'est vraiment la police de la pensée. C'est dans la tête des gens, il te transforme en un monstre et du coup il te dit soit tu te tais, soit tu subis les conséquences de ce que tu es en train de dire et de faire. Tu essayes d'attaquer notre système. Les gars, votre système, on vit dedans. Hein. Donc j'ai un mot à dire là-dessus aussi. Je suis venu en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté d'expression, excusez-moi, mais moi j'y crois à ces choses-là. Vraiment, d'ailleurs c'est la France qui m'a enseigné ces valeurs. D'accord, j'ai eu une super prof de français quand je suis arrivé en France à l'école. Elle m'a enseigné une bonne version de l'histoire de la France qui était plutôt réaliste, je dirais, sans entrer dans le détail, et qui m'a appris les valeurs françaises. Moi-même, j'ai reçu, parce que j'ai défendu un enfant qui se faisait, on va dire, agresser par des plus vieux. Je l'ai défendu, ça m'a coûté 2 semaines à l'hôpital où je me suis fait agresser par 5 personnes très malsaines. Et j'ai reçu la médaille d'honneur du général Leclerc qui m'a été remise par un ancien combattant qui avait combattu aux côtés du général Leclerc. J'ai reçu le livre du général Leclerc avec les valeurs qu'il a défendues. Ensuite, j'ai appris pour Charles de Gaulle le fait qu'en fait, là où tout le monde pensait que tout est foutu, etc., ce gars-là, il a pris une radio depuis un endroit où il s'est mis en sécurité. Il a dit non, c'est pas fini, on va pouvoir faire quelque chose, lèvons-nous, tu vois. Et il y a eu toutes ces choses-là. Moi, tu ajoutes à ça au fait que je viens d'une famille qui a été contre la dictature, face à la dictature la plus violente de l'histoire moderne, qui était celle d'Albanie, qui a payé le prix. Ma mère, elle a vécu 35 ans en camp de concentration parce que son père a fait quelque chose. Dès qu'on touche à l'épidémie, on touche à un discours un peu plus vaste qui est de la critique de l'expertise, de la remise en cause de toute parole d'autorité qui est propre à un esprit complotiste, de la remise en cause de toute parole d'autorité qui est propre à un esprit complotiste, de la remise en cause de toute parole d'autorité qui est propre à un esprit complotiste. De la déception, elle est d'autant plus grande parce que on vient, Léo et moi, on vient des pays où à une époque, en fonction de ce que tu disais, tu pouvais atterrir en prison, tu pouvais te faire buter derrière ta maison de chez toi, te faire fusiller. Et la France, ça semblait c'était Eldorado, où tu pouvais dire ce que tu voulais. Tu pouvais dire, même si tu te trompais. Réfléchir déjà librement, tu vois, sans avoir peur. Contester le pouvoir, tout ce genre de choses. Et ce à quoi on se confronte depuis des années, c'est qu'il y a des gens en haut du pouvoir, ils commencent à réduire le spectre de ce qui est autorisé à être dit de plus en plus.
C'est exactement comme un URSS. Bientôt, si tu dis pas exactement ce que dit le mec qui est assis sur son fauteuil à l'Élysée, bah, tu es le paria, tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as plus le droit de te loger, tu n'as même plus le droit de rester dans... Tu te fais massacrer par les médias. TikTok, juste vraiment, genre le giga warning. Ça fait quelques temps que je regarde un peu des vidéos de zététiciens. En gros, c'est des gens qui remettent en doute. C'est une philosophie. Genre de mettre en doute ce qu'on nous dit, quoi. C'est juste du sens critique. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, maintenant, j'avoue, je fais plus attention quand je regarde quelque chose. Je vais me renseigner sur la personne qui le dit. J'essaye de chercher des infos qui corroborent ce qui est dit, enfin bref, voilà. Et là, je tombe sur un TikTok d'une chaîne YouTube qui s'appelle Antithèse, d'un monsieur qui s'appelle Alexis Poulain, qui est interviewé. Et je me suis dit, mais incroyable, genre l'extrait est fou, j'ai trop envie d'aller voir la suite. Oui, sauf qu'en fait, monsieur Alexis Poulain est considéré comme un gros bouffe par les journalistes en général. Il se dit lanceur d'alerte, mais depuis la crise sanitaire et tout, on sait un peu ce que ça veut dire, lanceur d'alerte. Et il écrit que pour des journaux qui se veulent dénonciateurs de fausses vérités, enfin des trucs de ouf quoi. Et la chaîne Antithèse, du coup, parce que je vois ça, je me dis peut-être que je vais pas écouter son interview de 2 heures, du coup. Et donc je vais sur la chaîne YouTube et en effet, première phrase de présentation de cette chaîne Antithèse, des entretiens sans tabou éloignés de la pensée dominante. Bon, nous avons les 2 warnings, les 2 red flags incroyables de la complosphère devant nous. Et moi, ça m'avait vraiment profondément marqué, la question de Martin Weil, parce qu'on remettait en question les élections aux États-Unis, tu sais. Et il me dit, mais vous ne trouvez pas que c'est dangereux de remettre en question les élections aux États-Unis? Et moi, je réponds, tu ne trouves pas que c'est dangereux de ne pas pouvoir remettre en question les résultats des élections? Parce qu'en fait, si on ne peut pas remettre en question les résultats des élections, à quoi la France est différente de l'Albanie? Ça, bien sûr, ça a été enlevé dans le montage. C'est chez nous, en Albanie, le dictateur gagnait les élections parce que ce que les gens pensent, c'est que le dictateur s'impose. Non, non, il y a des élections. C'est juste que tout est manipulé, tout est corrompu. Et si tu oses remettre en question quoi que ce soit, gare à toi. Et donc là, en France, c'est exactement la même chose. Du coup, je lui dis ces choses-là. J'étais choqué par l'inconscience de cette question-là. Ne pensez-vous pas que c'est dangereux de remettre en question les institutions? Mais si on ne peut plus remettre en question les institutions, on n'est plus en démocratie, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'évolution, il y a juste une stagnation et un pouvoir autoritaire qui commence à s'imposer petit à petit. Tu veux que la France devienne comme l'Albanie à l'époque de la dictature? Non. Dans ce cas, arrête de poser des questions débiles. Tu vas grandir un peu. Et il te rétorque en plus que ouais, c'est bon, ça va, on n'est pas non plus en Corée du Nord. Et pourquoi? On va attendre d'être en Corée du Nord C'est ça le truc. Pardon, mais en Corée du Nord, ils posent ce genre de questions. En Corée du Nord, quelqu'un dirait c'est dangereux de remettre en question le pouvoir de Kim Jong-un. En Corée du Nord, il poserait ce genre de questions. Donc le gars, il te pose littéralement une question qui est posée dans les pays autoritaires, dictatoriaux, et soi-disant pour défendre le point de vue démocratique. On a pu voir ce genre de choses et il fallait gérer tout ça avec le calme. Et en ce qui concerne, Rudy, tout à l'heure, ce que tu disais qu'on doit prendre, ça prenait beaucoup de temps, les décodeurs, ça prenait, etc. Vous savez pourquoi ça prend beaucoup de temps, les décodeurs? Parce que contrairement aux médias de masse qui font un copier-coller des annonces officielles de l'AFP ou de l'AP ou de Reuters, nous, on doit apporter des éléments. Parce qu'on sait qu'au coin de la rue, il y a un Martin Weil ou un William Oduro ou un Julien Pamperdu qui va nous attendre et nous sortir, justement, nous attaquer sur ça. Et du coup, il faut qu'on apporte des éléments pour tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il ne parle jamais de notre site. Il ne parle jamais de toutes les études qu'on présente dans notre site qui vont dans le sens de ce qu'on dit. Des études officielles par des institutions officielles. Parce qu'encore une fois, on utilise leurs arguments pour dire, les gars, vous n'êtes pas cohérents. Et donc ça nous prend énormément de temps. C'est toi qui disais d'ailleurs que ça nous prend, il faut choisir les sujets. Nous on aimerait parler de tout, mais on ne peut pas juste faire une vidéo. On doit apporter les éléments, on doit apporter les preuves factuelles, on doit apporter les témoignages, on doit apporter toutes ces choses-là. Pour chaque live, on doit préparer tout un article où les gens puissent explorer eux-mêmes ces choses-là. Si je peux me permettre, justement, c'est pas que pour éviter les attaques qu'on doit être solide, c'est aussi justement parce que une des bases des décodeurs, c'est de dire
voilà, on a donné notre autonomie à tout un tas d'autorités, et là, on a sous les yeux le fait que ces autorités nous ont trahis, mais genre en nous regardant, en nous crachant au visage. Et donc, nous, on veut pas devenir une autorité de plus, il faut que chacun reprenne son autorité. Nous, on a repris la nôtre, vous qui nous regardez, reprenez la vôtre, et ça, c'est le message essentiel, et c'est pour ça qu'on a ce travail pédagogique qui consiste à dire, bah, voilà, ça tient debout parce que ça tient pas debout, c'est pas assez solide, ou peut-être que c'est vrai, mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas encore le prouver, on ne peut pas encore le justifier. Je pense que la pédagogie qu'on essaye d'amener chez les décodeurs, tous les trois, elle est essentielle, en fait, pour construire le monde de demain. Soyez autonome. Soyez autonome intellectuellement. C'est pour ça qu'on donne aussi les éléments, justement. Regardez par vous-même. Et on dit aussi, soyez autonome. On donne d'autres conseils, mais ça, on va en parler à la dernière partie. Mais bon, pour revenir un petit peu à tout ça, on a eu toutes ces choses-là, on a vécu toutes ces choses-là. À titre personnel, en très peu de mots, je pense que pour tous les trois, ce qui nous a permis de tenir debout et de traverser tous ces moments difficiles, parce qu'il y en a eu, il y en a eu un paquet de moments difficiles, il y en a eu pas mal de bons moments, mais des moments difficiles, il y en a eu un paquet. Et c'était, quel était, selon vous, le support sur lequel cette entité qui s'appelle les décodeurs a été construite? Pour moi, clairement, c'est la foi. Parce que c'est arrivé genre quelques semaines, quelques mois avant les décodeurs, d'une manière ou d'une autre. Toi, tu as eu tes expériences que tu as racontées. Je n'ai jamais raconté les miennes, mais j'ai eu aussi quelques expériences, quelques synchronicités tellement importantes. Tu demandes un truc, tu as une réponse dans les 10 secondes qui viennent. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un truc à comprendre. Et je me suis dit, s'il y a un truc à comprendre, il faut que j'ai le courage de remettre en question ma vie actuelle, et puis que je la mette en accord avec ce que manifestement l'univers, Dieu, ou tu l'appelles comme tu veux, m'envoie. Et à partir de là, et avec ton aide, celle de Jean, notre regretté Jean, celle de Nico, moi voilà, je suis arrivé à me mettre au clair avec Dieu, au moins en partie. En tout cas, aujourd'hui, il fait vraiment partie intégrante de ma vie et de celle de ma famille, et ça me donne une grande force, même si parfois je doute. Tu sais, des fois, il y a des matins, tu te lèves, tu te dis, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'univers qui me regarde spécifiquement moi et qui me protège moi et ma famille et tout ça? Mais à un moment donné, il y a tellement de faits qui se mettent l'un derrière l'autre, d'improbabilités, il y a tellement d'endroits où on aurait pu trébucher et finalement on est encore là et plus fort que jamais que... Là on a trébuché, on s'est pété la gueule, on s'est relevé. C'est ça le truc. On s'est relevé parce qu'on ne peut pas éviter de se prendre des obstacles. Mais on ne va pas aller plus loin parce que justement, on a toute une section, on va aller à un endroit très particulier pour parler de la spiritualité. Mais concrètement, Nico, pour toi, quel était le support sur lequel tu as construit le Nicolas des décodeurs, quoi? Je vais revenir un peu à ce que j'ai dit quand ça a commencé le premier confinement et j'ai traversé une phase de dépression. Et que pour sortir de là-dedans, il fallait que je fasse quelque chose qui ne concernait pas ma personne, moi. Quelque chose d'un peu plus grand. Tu sais, c'est comme ramener un peu au fond d'une cave, amener un peu de lumière. Et ça, c'est stimulé quand il t'habite vraiment. Voilà, il pousse à continuer. Il pousse à continuer quand même. Et à vouloir faire plus. Mais attention, il y a des pièges aussi là-dedans, parce que parfois, vous savez, quand je me suis rendu compte par le nombre de personnes qu'on a regardées et qu'on a vues, ça désarme. Se dit, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que la lumière que j'ai amène, en fait, elle brille suffisamment? Est-ce qu'elle est suffisamment pure? Est-ce qu'elle est saine? Voilà. Et ça met une pression qui peut couper les jambes. Mais qui peut carrément couper les jambes. Et on y arrive de moins en moins. Et moins on y arrive, cette pression devient de plus en plus grande. Et c'est un gouffre aussi. Et là, à un moment donné, il faut s'arrêter, inspirer profondément, prendre un peu de temps, peut-être même poser le tout, et de savoir se retrouver qui je suis vraiment. Voilà. Savoir retrouver qui je suis vraiment pour pouvoir faire ce qui est à la hauteur de la personne que tu es. Pas plus, ni moins. Voilà. Si je peux ajouter un truc, en fait, parce qu'on a parlé, on a parlé de papa, évidemment. On a parlé beaucoup des attaques et des gens et des trucs et tout ça, mais il y a aussi énormément d'amour qu'on a reçu. Ouais. Et cet amour, ces bénédictions, ces messages gentils, ces petites attentions qu'on a reçues d'abord sur Internet et puis après, dans un deuxième temps, en direct, moi, c'est une source de réconfort, une source de joie qui est inexplicable, inexprimable dans des mots, en fait. Donc ça, il faut vraiment le mentionner parce que c'est très important. En ce qui me concerne, pour la partie fondation sur laquelle ça a été construit, je pense que je l'ai dit dans la première partie,
au tout début de cette vidéo ou au tout début de cette série de vidéos, ça dépend comment on les publie. Moi, ça a été seulement la foi. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les décodeurs, ça a été purement fait dans la foi. J'ai croisé des gens sur mon chemin. Moi, je dis, papa m'a envoyé des gens sur mon chemin. Papa m'a envoyé des contextes particuliers, des leçons, des épreuves et toutes ces choses-là. Et sans ce pacte que j'ai fait au début avec lui, je pense que je serais incapable de faire quoi que ce soit avec la même énergie que je le fais maintenant, en fait. Parce que dans le passé, avec toute la question j'ai un doute, etc., c'était plutôt la résignation, le désespoir qui était la conclusion de tout ça. Alors que là, c'est tout le contraire. Là, ce que je suis en train de voir, ce que papa m'a montré, c'est la naissance d'un nouveau monde. Et la spiritualité était le point central des décodeurs depuis le début. C'est pour ça que je rigole des fois, on nous dit « Ah, c'est bien l'actualité, mais vous parlez de spiritualité, c'est chiant. » Ouais, sauf que c'est pas hier qu'on a commencé à parler de spiritualité, c'est d'abord la spiritualité qui a initié les décodeurs et ensuite l'actualité. Donc, mais vous savez quoi, je vous propose qu'on aille à un endroit particulier pour aborder le sujet spiritualité un peu plus en profondeur, si ça vous dit. Ok, mais je mets un truc plus chaud. Top, on doit sortir les chiens aussi.